Merci et bonsoir donc à tous et merci pour l'honneur, on va dire, de démarrer cette semaine de l'école de l'Anthropocène avec cet exposé qui est un peu général, donc ça va peut-être pas mal. Alors quand même deux mots, vous voyez que je viens du laboratoire de physique. A priori, les physiciens ne sont pas les mieux placés pour parler d'histoire des sciences ou de philo des sciences, mais on a toujours été un petit peu sans crainte et un peu impérialiste pour tout dire, mais ce que je vais faire ici, ça sera de toute façon plutôt, disons, une introduction au reste du cours qui sera interactif, qui se veut interactif parce que personne n'a trop d'idées en fait sur ce que ça pourrait être les sciences pour l'Anthropocène, honnêtement. Et donc, ce que je vais faire, c'est discuter avec vous, avec ceux qui voudront rejoindre la discussion, un certain nombre de livres, d'articles qui peuvent nous aider à mieux comprendre voilà, comment on en est arrivé là et surtout comment on peut continuer. Et donc, c'est des réflexions qui viennent un petit peu de ma pratique de la physique. Donc, c'est vraiment la pratique expérimentale dans les laboratoires, pas juste de l'épistémologie ou de la théorie. Donc, cette pratique nourrie par la sociologie des sciences et par les échanges avec les gens des sciences humaines et sociales. Et puis les échanges qu'on a au sein de ce que vous voyez au centre, là, la Fabrique des questions simples, qui est un collectif de chercheurs qui justement essaye de retrouver du sens pour la recherche à l'âge de l'Anthropocène. Et donc il y a des collectifs équivalents dans plein de villes. Un des plus connus est la Técopole à Toulouse, le plus ancien peut-être. Et il y a des associations comme Sciences Citoyennes. Et donc on est en train de se structurer aussi pour répondre collectivement à ces questions-là. Et donc je vais vous livrer quelques pistes, en partie personnelles et en partie collectives. Alors, je voulais d'abord démarrer quand même sur un graphique qui me... Alors, vous savez tous qu'on est dans l'Anthropocène, sinon vous ne seriez pas là, mais il y a un graphique qui m'a semblé assez intéressant. C'est peut-être mon approche de physique avec des données, alors, mais je pense que c'est assez intéressant pour vous aussi. Donc, je vais vous montrer une petite animation où l'on voit pour l'Angleterre la richesse totale. Alors, bon, le PIB, hein, c'est l'avantage justement de trouver des indicateurs, malgré toutes leurs limites, on peut quand même rendre homogènes des choses qui ne sont pas faciles à comparer. Donc là, on va faire un historique raccourci en une minute, on va faire 6 siècles, quelque chose comme ça, même plus, 8 siècles d'histoire de l'Angleterre, en traçant, donc vous voyez ici, il va y avoir des points, donc chaque point est une année, et il va se situer dans ce graphique qui vous donne en ordonnée la richesse de l'Angleterre et sa population en abscisse. Okay, donc je déroule ça. Et vous voyez que en fait, ça commence en 1270. Et là, on est au Moyen-Âge. Ça oscille. Il y a des bonnes années, des mauvaises années. Mais alors évidemment, il y a la peste noire ici qui divise par deux la population, change un petit peu la richesse évidemment. Et puis, vous voyez qu'on oscille constamment des années. Alors évidemment, il y a des incertitudes sur ces chiffres-là. Il ne faut pas les prendre au pied de la lettre, mais les ordres de grandeur sont quand même importants. Vous voyez, on est en 1500, on est toujours à peu près au même niveau. Et puis petit à petit, on récupère ce qu'on avait perdu pendant la peste noire. Et on rattrape en gros la richesse et la population en 1270. Et puis, on est quand même un petit peu au-dessus au niveau de la richesse, même si la population est similaire. Et puis là, on est à l'année de publication des Principia de Newton, okay, début de la révolution scientifique, en tout cas un des symboles. Mais vous voyez qu'on est toujours à peu près aux mêmes ordres de grandeur, la population a un petit peu augmenté, la richesse aussi, mais on est dans le même régime. Et là, vous allez voir, vous savez, hein, dans l'histoire, il y a eu la révolution industrielle, et là, on va la voir de manière très claire après la révolution scientifique. Donc la révolution industrielle commence à arriver, là, il y a la machine à vapeur qui commence à peupler, et vous avez les trains, enfin tout ce qu'on va étudier en détail. Et puis vous voyez qu'il se passe quand même ce qu'on aimerait appeler presque une transition de phase en physique. Il y a vraiment, on est dans un autre monde, d'accord ? On oscillait petit à petit en bas à gauche là, et là vous voyez on est passé de quelques millions à 35 millions. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, mais vous voyez que ça change pas grand-chose dans le fond. Et que on voit bien, je trouve, dans ce graphique-là, ce qu'on a appelé la grande accélération. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on est dans un tout autre monde. Hein, vous vous rappelez où on était ici,
hein. C'est pratiquement invisible, les petites fluctuations, et même la richesse et la population de l'Angleterre à cette échelle-là, c'est une échelle linéaire, donc il n'y a pas de triche, il n'y a rien. Et vous voyez, il me semble que c'est intéressant pour se rendre compte qu'on est vraiment dans un tout autre monde que le monde d'avant l'Anthropocène. Bien. Alors, une autre manière, il y a beaucoup de manières de se rendre compte de ça, hein, mais une autre manière qui me semble intéressante, c'est ce que vous voyez en bas. Donc, vous avez en vert, alors je vais peut-être l'afficher comme ça. Vous avez en vert ici la masse, la biomasse sur toute la Terre, d'accord ? Toutes les plantes, les animaux, etc., etc., tout ce qui est vivant sur Terre. Et vous avez ici, presque invisible, hein, mais vous voyez, ça c'est la masse des humains. D'accord ? Donc c'est vraiment infime par rapport à la masse des vivants sur Terre. Et en bas, ce que vous avez, c'est la masse de ce qui a été produit par les humains. C'est-à-dire, vous avez ici les briques, les agrégats de divers matériaux, le béton, l'asphalte ici, le métal, etc., etc. Et donc vous voyez que depuis, bon, en gros, il y a des imprécisions évidemment sur ces chiffres-là, mais on a dépassé ce petit truc qu'il y a ici, a dépassé la masse, enfin disons, ces réalisations ont dépassé la masse totale de toute la biomasse. Donc c'est juste, voilà, deux symboles qui me semblent assez forts pour montrer où on est aujourd'hui. Et donc le déroulé du cours, que je vais juste introduire de manière évidemment un peu schématique et un peu peut-être un petit peu trop abrupte aujourd'hui, c'est de réfléchir ensemble à comment nous en sommes arrivés là. Alors vous savez que voilà, c'est l'objet de presque toute la semaine, voire de toutes les années, voire de toute l'école urbaine. Donc évidemment, on va choisir quelques points d'entrée. Donc comment nous en sommes arrivés là, notamment au niveau de la révolution scientifique. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est les aspects épistémiques, c'est-à-dire quel a été le rôle des sciences, et des sciences modernes notamment, dans cette fusée que vous avez vu décoller et partir dans un tout autre monde par rapport au reste de l'histoire humaine. Et donc, parmi tous les ingrédients qui ont été donnés pour parler de la révolution industrielle, donc, dont les mathématiques, des techniques de contrôle, on va voir le fait qu'il y avait des colonies, le charbon, le christianisme. Enfin, bon, c'est une vaste littérature qui n'est pas ma littérature de base. Donc, ce que je vais faire, c'est choisir, on va regarder ensemble, quelques aspects, ceux qui sont les plus pertinents pour étudier ce feedback positif, en fait, donc cette rétroaction positive qui s'est créée entre révolution scientifique et révolution industrielle. Et on va regarder notamment cette mise en place de ce qu'on appelle des circuits longs qui ont permis, en fait, en s'étendant, de complètement envahir le monde, en fait. Et une fois qu'on aura fait ça, on abordera la partie la plus difficile, qui est de discuter comment est-ce qu'on peut continuer tout en assurant l'habitabilité de la Terre. Quel type de sciences? Est-ce que les sciences modernes sont en partie, évidemment, enchevêtrées dans cette grande machine? Elles sont dépendantes des laboratoires et de tout le réseau technologique. Donc, il n'est pas évident de sortir et d'adapter les sciences modernes. Enfin, ça dépend lesquelles, évidemment. Donc, il y a beaucoup de sciences différentes. Donc, il y a pas mal de recherches actuellement qui essayent de trouver soit des scalpels pour essayer de voir quel type de sciences sont compatibles avec l'habitabilité de la Terre, quel type de sciences sont a priori nocives et quel type de pratiques. Voilà, donc on ira là-dedans vers la fin du cours. Mais pour essayer de répondre de manière un peu argumentée à ces questions-là, c'est bien avant d'avoir essayé de comprendre comment on en était arrivé là. Et donc ça, c'est pour vous donner le déroulé des 6 cours, mais très rapidement, et vous donner une idée du type d'articles et de textes qu'on va discuter ensemble. Donc voilà, ce que je voudrais, c'est que avant chacun des cours, je vous donnerai 2 ou 3 articles ou livres à lire pour qu'on puisse commenter ensemble et partager et discuter de manière un peu plus pertinente que si je vous présentais ça voilà, abruptement pendant le cours. Mais je vous donnerai, évidemment, ça sera affiché quelque part sur un site, toute cette littérature. Et elle est déjà en partie sur le site de l'école urbaine d'ailleurs. Bien, donc un des ingrédients, donc je vais les énumérer un petit peu rapidement en essayant de donner un peu de logique. Un des ingrédients qui ont été
donné comme origine importante, c'est donc certains remontent en fait jusqu'à Platon et la géométrie grecque, qui est en fait l'invention de ce qu'on appelle la déduction, et donc toute cette création d'une vérité certaine, absolue, qu'on va opposer à une opinion incertaine. Et certains voient là une des origines importantes des sciences modernes, et on va regarder ensemble un livre qui date de 2003 de Reviel Netz, qui est un philosophe, un philologue qui a étudié, en fait, c'est ça qui est intéressant, en pratique, comment on a inventé la déduction. C'est-à-dire comment, et donc ça c'est le tournant pratique des sciences sociales, et ça c'est très important, c'est d'aller voir dans les laboratoires, pour les sciences modernes, mais de manière empirique, comment sont nés les différents phénomènes, et ça permet d'enrichir beaucoup la description. Et donc, Reviel Netz, ce qu'il fait dans son livre, c'est étudier la manière dont on a inventé cette chaîne implacable de raisonnement qui permet de passer de ce que Netz appelle des atomes de nécessité, c'est-à-dire des choses qui semblent évidentes, et comment on, par déduction, donc par une chaîne de transformations successives, mais c'est des transformations qui permettent à la fois de transformer l'énoncé, parce que sinon ça ne sert à rien, mais à la fois de garder autant de certitudes qu'il y avait au départ. C'est-à-dire c'est des relations transitives, comme l'identité, l'égalité, la proportionnalité. Alors c'est un peu abstrait, donc je vous donne juste un exemple, évidemment on regardera ça de près, ce que dit Netz, c'est que l'invention décisive en pratique, pour arriver à inventer la géométrie et la déduction, c'est la combinaison du diagramme et des lettres. On a tous fait des diagrammes en géométrie, ça semble évident, et en fait, c'est pas du tout évident. C'est quelque chose qu'il a fallu inventer. Avant, les Grecs, il y avait peu de diagrammes, et en tout cas, ils n'étaient pas lettrés comme ça, et ils n'étaient pas associés à des textes. Et donc, Reviel Netz passe en revue un certain nombre de diagrammes, et l'avantage du diagramme, c'est qu'il permet une vue synoptique, c'est-à-dire vous avez accès à toute la figure. D'accord, donc là, ça va taper, on va dire, dans les capacités cognitives de la vision. Ça donne un accès facile au contenu. Et évidemment, les lettres vont permettre ensuite de faire le lien entre ce diagramme-là et le texte, qui sont toujours des textes très courts, avec un vocabulaire assez pauvre, en fait. C'est ce que est donc l'étude de Netz. Et pour vous donner juste un exemple de ce que c'est qu'un atome de nécessité, c'est par exemple, si vous avez ici, dans ce diagramme, on vous dit la diagonale θB, donc ici, ça divise le carré θ delta BM en deux moitiés égales. D'accord, la diagonale divise le carré en deux moitiés égales. Bon, voilà, ça semble assez évident, et donc on dit, voilà, ça c'est trivial, mais justement la puissance de ces méthodes-là, c'est qu'en partant de choses aussi triviales, on arrive à des résultats pas triviaux du tout. Alors, un exemple qui n'est pas donné par Netz, mais que je trouve éclairant, c'est le suivant. Vous savez, on a tous fait l'erreur en primaire, ou non pas en primaire, au lycée, on a envie de dire que A plus B au carré, c'est égal à A au carré plus B au carré. Bon, ça semble intuitivement... Et en fait, si vous faites un petit diagramme comme celui que vous voyez là, à partir du moment où vous admettez que A au carré, c'est la surface du carré de côté A, d'accord? Donc A plus B au carré, c'est quoi? C'est la surface du carré, pardon, qui a comme côté A plus B. On est d'accord, donc c'est ça. Et donc vous voyez bien dans ce graphe tout de suite que A plus B au carré, c'est égal à A au carré, c'est ce carré-là. Ce carré-là, mais il reste des trucs. D'accord? Et ces trucs-là, vous savez même dire ce que c'est. Et donc, vous voyez bien que A plus B au carré, c'est... vous le voyez, en fait. Il n'y a pas besoin même de distribuer ou de choses comme ça. D'accord? Et donc, c'est le type de choses que permet la combinaison d'un diagramme, évidemment astucieux, et des lettres dans le cas de la géométrie. Bien. Alors, Netz continue en disant cette rigueur de la géométrie grecque, donc cette réduction au diagramme et aux lettres, et évidemment, ça passe par un vocabulaire très pauvre et puis l'idéalité des objets mathématiques. D'accord ? C'est-à-dire cette déduction n'est obtenue qu'au prix de réduire son discours à ce qui est figuré sur les diagrammes, donc sur des objets mathématiques. D'accord ? Et on va voir quel type d'objet et comment ça se passe en détail, mais ce que dit Netz, c'est que la géométrie était complètement périphérique à la culture grecque. Il énumère le nombre de gens qui font de la géométrie année après année, et en fait c'est quelque chose qui est complètement marginal dans la culture grecque, sauf pour celui qu'on connaît aujourd'hui, donc Platon, qui va
qui n'est pas vraiment un géomètre, mais qui va se saisir de cette invention d'une déduction possible pour l'extrapoler à d'autres domaines dans la philosophie, et donc inventer cette philosophie et essayer de convaincre de manière apodictique, donc de manière absolue, mais avec le petit détail qu'il va oublier le coût associé à la mise en place de ces chaînes, qui est la réduction du discours et la limitation du discours à ces objets idéaux. D'accord ? Et tout ça, ça se fait en opposition à la rhétorique, à la cité grecque, et ça, on y reviendra en détail. Et donc, une fois qu'on a lu Netz, on voit bien que les mathématiques ne sont puissantes que parce qu'elles s'appliquent à des objets idéaux. Et la question qu'on peut se poser, du coup, c'est... donc on voit bien que l'extrapolation de Platon n'est pas très assurée, n'est pas très légitime, mais on sait aussi que les sciences aujourd'hui, notamment la physique, s'appuient beaucoup sur les mathématiques. Et la question qu'on peut se poser, c'est donc comment est-ce qu'on peut comprendre maintenant, si on admet que les mathématiques sont propres aux objets idéaux, c'est comment est-ce qu'on peut les coupler au réel. Et ça, c'est pas du tout Platon qui va le faire, mais c'est Galilée. D'accord. Alors Galilée s'inspire de Platon, donc c'est clairement l'idéal de Platon a joué un rôle important, mais ce que va inventer Galilée, c'est ça qui va être décisif, c'est le laboratoire. D'accord. Bon, un proto-laboratoire, hein, donc je vous donne, on regardera un exemple aussi, c'est, si vous voulez, quand Galilée va analyser et mathématiser le mouvement, c'est ça qu'il arrive à faire, il ne pourra le faire que parce qu'il ne va pas s'intéresser à n'importe quel mouvement. Alors j'étais censé avoir une petite feuille de papier, mais je l'ai perdue. Bon, on va prendre cet objet-là que tout le monde a aujourd'hui. Vous voyez, si je lance ça, je ne sais pas si ça passe. Bon, eh bien, cet objet-là, Galilée, il ne sait pas le mathématiser, d'accord ? Ça a une trajectoire trop erratique. Et donc, ce que Galilée va faire, c'est qu'il va juste prendre une partie des mouvements qu'il y a dans le monde et il va simplifier le plus possible la situation pour enlever tout ce qui nuit à la mathématisation, notamment le frottement. D'accord, on va regarder ça en détail. Et donc, il va faire ça dans un plan incliné, avec des pendules, parce qu'il se place dans des situations où la gravité va agir seule, en fait. Il n'y aura qu'un facteur à l'œuvre, et à ce moment-là, il va pouvoir attribuer tout l'effet qu'il voit à une seule cause, et donc créer des relations proches des mathématiques. Et ensuite, il dit, voilà, alors évidemment, c'est pas très intéressant d'en rester juste au laboratoire, mais ensuite, on va revenir dans le monde, et voilà, je vous expliquerai comment on peut faire ça. Mais ces expériences simplifiées de Galilée vont constituer des sortes d'atomes de nécessité physique, si vous voulez. Vous vous rappelez, les atomes de nécessité de Netz, c'était du style, si je prends un carré ou un cercle, d'ailleurs, je le coupe par un diamètre, ben, j'obtiens deux parties égales, des choses qui sont évidentes. Eh bien, Galilée, avec ses expériences dans des lieux simplifiés ou même avec des expériences de pensée, en fait, ça va jouer aussi un rôle important, eh bien, il va obtenir des sortes d'atomes de nécessité physique du style la distance pour une boule qui roule sur un plan ou pour un objet qui tomberait sans frottement, la distance parcourue varie comme le temps au carré. Et une fois que vous avez ça, eh bien vous pouvez, vous voyez, vous avez une relation qui est déjà mathématique, qu'on peut même, alors Galilée n'avait pas ce genre de relation-là, mais il avait des constructions géométriques, et donc, vous voyez, les constructions géométriques qui sont, enfin, l'ouvrage de Galilée, les discours, est truffé de diagrammes mathématiques qui ressemblent à ceux d'Euclide et ceux des Grecs, mais ils ne sont pas limités maintenant aux objets mathématiques, mais ils commencent à se connecter au monde. Alors au monde réel, oui, au monde réel en tout cas, le monde réel qui a été simplifié dans les laboratoires. Et une fois qu'on a ces atomes-là et qu'on peut les combiner avec les mathématiques, eh bien, on peut les connecter grâce à des relations mathématiques rigoureuses et on commence, vous voyez, à sortir du monde idéal mathématique et à aller dans le monde réel, en fait, un monde qu'on va transformer. Vous voyez, ça, c'est une des sources aussi de cette transformation du monde que représente l'Anthropocène. On va évidemment passer par Newton, hein, je vais vite là, mais il faudra passer un peu plus de temps, mais je voulais partager, ça va fasciner tout le monde, cette histoire qu'avec quelques équations mathématiques, on va résoudre et pouvoir calculer le système solaire. Et je trouve que Voltaire a bien résumé ça. Il dit « Dieu parle et le chaos se dissipe à sa voix. Vers un centre commun, tout gravite à la fois. Ce ressort si puissant, l'âme de la nature, était enseveli dans une nuit obscure. Le compas de Newton mesurant l'univers lève enfin ce grand voile et les cieux sont ouverts.
Confident du Très-Haut, substances éternelles, qui brûlez de ses feux, qui couvez de vos ailes le trône où votre maître est assis parmi vous, parlez, du grand Newton n'étiez-vous point jaloux? Que ces objets sont beaux, que notre âme épurée voit la sévérité dont elle est éclairée, oui, dans le sein de Dieu, loin de ce corps mortel, l'esprit semble écouter la voix de l'Éternel. Et il y a évidemment là aussi une jonction entre Newton, le dieu horloger, bon, sur lequel on reviendra, mais ça va fasciner évidemment cette puissance des mathématiques et on va vouloir appliquer ces déductions mathématiques rigoureuses et cette puissance-là à plein d'objets différents et ça va être voilà, une source importante de légitimité pour les sciences. Sauf que évidemment, Galilée qui sait qui connaît un petit peu quelques lois pour le mouvement et Newton qui sait calculer le mouvement des planètes et de la Lune, tout ça, ça ne fait pas grand-chose de pratique. Vous vous rappelez, quand on a déroulé la dynamique du point de la Grande-Bretagne, enfin de l'Angleterre, on est là en 1700 et quelques et on est toujours dans le même monde en fait. Et donc, qu'est-ce qui va vraiment transformer le monde? C'est maintenant, il va falloir brancher cette révolution scientifique sur autre chose qui va être la révolution industrielle. Et pour ça, on va avoir besoin de ce qu'on appelle le laboratoire et ce qu'on va appeler engine science, donc la science des machines, et c'est quelque chose sur lequel je vais passer du temps. Mais un ingrédient qui va être crucial quand même, c'est la transformation de ce que veut dire expliquer par Newton. Et ça, c'est important pour comprendre le rôle des sciences, même plus loin. Donc, Newton, par exemple, dans la proposition 13 à des Principia, va relier deux faits qui sont la loi du carré inverse et l'ellipticité, c'est-à-dire, alors bon, je ne rentre pas trop dans les détails, mais il va dire, vous voyez, Kepler avait dit que les planètes avaient une orbite ellipsoïde, enfin une ellipse autour du Soleil. Et lui, il va montrer que dire qu'une planète tourne avec une trajectoire qui est une ellipse, et on peut montrer mathématiquement que c'est similaire à dire qu'elle est soumise à une force qui varie comme à l'inverse du carré. D'accord ? Mais les gens vont lui dire, bon, so what? On va relier deux faits. Mais en quoi ça m'explique que la Terre, par exemple, tourne autour du Soleil ou la Lune autour de la Terre? Est-ce que c'est une explication, ça? Et en fait, vous avez deux types de critiques. Des gens qui disent la gravitation, ça sort d'où? Quelle est la cause de ça, vraiment? Enfin, disons, et on veut une explication intuitive, parce que Descartes fournit avec les tourbillons, où on veut une explication mécanique. Dire qu'un corps à des millions de kilomètres va en attirer un autre comme ça ne semble pas une explication. Et effectivement, et en plus, donc c'est une sorte de démonstration mathématique, une relation entre deux faits. Donc on va montrer que deux faits sont équivalents, on va les connecter, mais en fait, c'est ça qui va constituer maintenant une définition de l'explication. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important et qui a été pas mal analysé par Yves Gingras il y a déjà pas mal d'années. Cette construction d'une autre type de définition de l'explication qui va avoir des gagnants, donc le fait que on va pouvoir connecter des phénomènes qui n'étaient pas connectés, c'est-à-dire la chute de la pomme, la fameuse chute de la pomme et la chute de la Lune proviennent du même phénomène, elles vont être connectées par le même type de formalisme, mais on va avoir des perdants aussi, et vous aviez à l'époque tout un public d'amateurs de sciences qui vont être complètement éjectés des sciences parce qu'ils sont incompétents en mathématiques. D'accord ? Et donc Hannah Arendt a dit, voilà, on rentre là dans un monde où les scientifiques rentrent dans un monde où la parole a perdu son pouvoir. C'est les mathématiques, évidemment en physique, c'est les mathématiques qui vont prendre ce rôle-là. Et comme Granger le dit aussi, la forme l'emporte sur le contenu et la syntaxe dévore la sémantique. Et ça, je trouve que c'est intéressant pour voir comment on va construire en fait des circuits longs épistémiques. En fait, ça va être un peu ça l'hypothèse que je vais explorer avec vous, parce que, bon, je ne sais pas si ça tient bien la route, mais c'est tentant comme hypothèse. Est-ce que, vous voyez, la science moderne, ça va construire des circuits longs épistémiques, c'est-à-dire connecter des faits toujours plus loin, grâce aux mathématiques qui fournissent des moyens robustes de connecter des choses, alors que la révolution industrielle va créer des circuits longs, mais là, matériels, vraiment là où on va faire transiter, non pas des relations nécessaires, mais de la matière. Alors, pour illustrer ça de manière un peu maladroite, si vous voulez, la loi de Newton, quand on dit que ça explique, ici par exemple la troisième loi, F égale m gamma, donc la force est égale à la masse fois l'accélération, peu importe, c'est pas important ici au niveau technique. Quand je dis que la loi de Newton connecte, ce que je veux dire, c'est que vous avez plusieurs situations
Alors ici, bon, c'est le fait que c'est de l'eau qui est de la glace, de la vapeur ou différents phénomènes. Et la physique, ce qu'on apprend au lycée, c'est que grâce à la loi de Newton, F égale m gamma, on peut expliquer plein de choses. D'accord ? Et donc expliquer qu'est-ce que ça veut dire en fait, ça il faudra passer du temps aussi, ça va être ici en fait connecter et montrer que cette loi-là c'est une sorte de dénominateur commun à ces différents phénomènes. Ça permet de rendre intelligibles certains phénomènes, mais pas tous. Hein. C'est ça qui est important aussi, c'est si vous lâchez, comme je vous ai montré le masque ici, ou même une feuille, un billet qui tombe, on prend souvent cet exemple-là, si vous prenez au lieu de laisser tomber de la tour de Pise, des boulets de canon qui vont assez vite et assez droit, vous laissez tomber un billet, eh bien, cette trajectoire-là, en fait, elle est très difficile à mettre dans le formalisme de Newton. F égale m gamma, d'accord ? On connaît très mal ces forces-là, même aujourd'hui, d'accord ? Il y a des labos où on fait des recherches pour essayer de raccrocher ce type de situation en pratique à la loi de Newton. Et il y a des situations dont on sait qu'elles ne se raccrochent pas aux lois de Newton, comme tout ce qui est de la mécanique quantique. Mais bon, tout ça pour dire que la vision que je vais montrer des lois physiques et des lois mathématiques, c'est une vision de connexion de différentes situations et que c'est ça que les sciences entendent aujourd'hui par explication et que c'est important d'avoir ça en tête quand on parle de science. Alors j'ai un timer maison. Alors, donc je vous ai dit, un premier point important, c'est expliquer qu'est-ce que ça veut dire, et les mathématiques vont changer ça. Et deuxième chose, c'est quelle est la connexion entre la révolution scientifique et la révolution industrielle. Donc la première chose qu'il faut voir, c'est que c'est pas du tout évident, parce que c'est ni Galilée ni Newton, avec les lois de Newton et Galilée, vous faites rien en pratique, d'accord ? Le savoir des artisans était infiniment plus intéressant et plus efficace que le savoir de Newton et de Galilée pour faire des choses. Donc la mécanique était impuissante à contrôler le monde, et vraiment un papier qui va être vraiment important à regarder ensemble, c'est un papier de 2001 publié dans The Social Studies of Science, donc de Patrick Kallerberg, qui s'appelle, en gros, qui tourne autour de cette idée engine science, qui est difficile à traduire en français, je sais pas, c'est pour ça que j'ai mis science et machine, mais vous voyez, engine, ça veut dire à la fois moteur, ça se relie à ingénieur, vous voyez, ingénieux. Donc ça met bien en parallèle tout un monde qui va être indispensable pour le développement des sciences en pratique. C'est pour ça que toujours je reviens à cette idée de pratique, c'est essentiel. Si vous en restez aux théories ou à le truc de vulgarisation sur la mécanique quantique et tous ces trucs-là sur, vous voyez, les trous noirs et tout ça, c'est tellement détaché des pratiques scientifiques que vous êtes dans un monde complètement irréel. Donc c'est important toujours de revenir aux pratiques. Et donc cet article-là, qu'est-ce qu'il nous dit, en le mettant ensemble avec d'autres choses de Nancy Cartwright surtout, c'est que toutes ces lois et tous ces trucs fascinants ne s'observent que dans ce que Nancy Cartwright appelle des machines nomologiques. Donc c'est des arrangements qui protègent, en gros, qui créent une sorte d'univers artificiel, pour aller vite, si vous voulez, comme un pendule, un plan incliné, ou une montre, ou un laser, ou une chambre à bulles, enfin, en gros, tous les labos, si vous voulez, qui vous permettent d'isoler un seul phénomène et d'observer les lois. D'accord ? Peut-être le seul exemple, en fait, d'un système naturel où on observe les lois, c'est justement le système solaire. Et c'est pas un hasard, je pense, que si c'est par là que c'est rentré, en fait. D'accord ? Et donc, engine science, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va remplacer les observations brutes par l'utilisation de machines qui vont être cruciales dans la production de connaissances. D'accord ? Et donc, c'est engine, c'est ce terme-là qui est bon. Donc, ça va au-delà d'une simple règle, si vous voulez, d'un simple instrument. C'est des machines autonomes qui sont, conçues de manière ingénieuse et qui comprennent plein de parties différentes pour mettre en exergue un seul phénomène. Et ces machines-là ne sont pas juste une manière de révéler des lois qui sont là, c'est vraiment des choses qui vont créer la manière d'approcher le monde, qui vont définir ce que sont les bons problèmes et qui vont aider à les résoudre. Et en fait, comment est-ce que ça va se connecter à la révolution industrielle ? Eh bien, en fait, ça va être un des facteurs, donc je vais passer là-dessus parce que c'est une étude intéressante qui suggère qu'en fait, c'est en gros un accident et que ça n'aurait pas dû se produire, cette révolution industrielle en Grande-Bretagne. En fait, ça a été un concours de circonstances complètement incroyable, et donc c'est une sorte de hasard, mais j'y reviendrai après. Donc, concrètement, ce lien entre science et machine,
va être un des effets vraiment importants et qu'on va étudier évidemment en détail pour essayer de comprendre comment ça jouait sur la révolution industrielle. Parce que vous savez que la révolution industrielle, qui est évidemment un des phénomènes majeurs qui nous a conduit à là où on est aujourd'hui, a suscité une énorme littérature aussi, qu'on ne va pas regarder en détail. Donc je vais m'intéresser à ce qui nous permet de mieux comprendre le lien avec les sciences modernes. Parce que évidemment, on se pose la question, est-ce qu'un grand effet, comme la révolution industrielle et l'anthropocène, a besoin d'une grande cause, ou est-ce que ça peut être juste une conjonction, un hasard? C'est ce que je vous disais de l'article précédent. Donc parmi les hypothèses, mais on ne va pas toutes les explorer, c'est évidemment le fait que Newton et le prestige des explications mathématiques avaient montré que le monde maintenant était explicable, et donc ça a donné une impulsion de conquête du monde, une confiance, si vous voulez, dans la maîtrise du monde, même si les équations de Newton, elles étaient totalement incapables de faire quoi que ce soit, mais voilà, ça donnait une impulsion et une confiance. Il y a évidemment le fait que les artisans en Grande-Bretagne étaient vraiment compétents et respectés, et il y a eu un lien fort entre les théories et le savoir-faire, et notamment grâce à Bacon. Voilà, des hypothèses du style, voilà, la République des lettres à l'échelle européenne a permis aussi la naissance de sciences où avec des contestations et des hypothèses différentes. Hein, il y a un petit problème? Ah, ok. Bon, mais vous n'avez pas besoin de lire le PowerPoint pour le moment. Enfin, si, je vais le lire de toute façon. Et donc, par rapport à d'autres, parce qu'une des grandes questions que tout le monde se pose, c'est pourquoi la révolution industrielle a eu lieu en Europe et pas en Chine, par exemple, alors que la Chine était aussi avancée que l'Europe dans beaucoup de domaines. Et donc, en Europe, on avait des petits coins où on pouvait dire des choses différentes du grand consensus, ce qui était moins facile en Chine. Il y a aussi le christianisme qui donnait une place privilégiée à l'homme dans la nature, hein, vous savez, maître et possesseur. Il y a aussi le charbon, énergie bon marché, qui a été indéterminante pour l'industrialisation de la Grande-Bretagne et ensuite des autres pays. Et puis il y a évidemment aussi les colonies, d'accord, le fait que les colonies ont permis d'apporter de la nourriture bon marché et donc d'étendre la population sans qu'elle meure de faim. Les plantations, la navigation qui est venue aussi avec les colonies. Donc vous voyez, il y a toute une multitude de facteurs et on va en regarder quelques-uns, mais notamment cette rétroaction positive entre la révolution scientifique et la révolution industrielle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc je continue sans filet, c'est pas grave. Et, pardon? Ah, bon, bah, je vais me pousser un peu alors peut-être. Donc, sur cette jonction-là dont je vous ai parlé, notamment, en fait, on va s'intéresser aux avancées scientifiques et aux avancées qui viennent des machines, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la science mécanique n'était pas toute puissante, loin de là. Et en fait, un des objets majeurs qui est bien connu, mais on va quand même y revenir, c'est la machine à vapeur. Et vous savez par exemple que la machine à vapeur n'est pas du tout une invention qui a été faite grâce à la science, à la thermodynamique, qui aurait imaginé une manière de créer une machine à vapeur pour faire transformer en gros la chaleur en mouvement. C'est tout à fait le contraire, c'est vraiment des tâtonnements d'artisans, mais quand même qui étaient infusés par les résultats scientifiques. Hein. Cette relation-là, elle est assez subtile et intéressante, qui ont créé en tâtonnant cette machine à vapeur sur laquelle s'est développée ensuite la théorie de la thermodynamique. D'accord ? Et donc c'est ce genre de feedback positif entre des connaissances abstraites, difficiles à appliquer, mais qui donnaient quand même du jeu dans les connaissances et qui permettaient en gros, ça c'est une piste importante aussi qui est donnée par Michel Callon et des travaux en sociologie des sciences, c'est quel est le rôle de la recherche fondamentale qui semble si loin certaines choses des applications. Et en fait, son idée, c'est que la recherche fondamentale va recombiner des idées de manière, pas aléatoire, mais disons, d'explorer des choses de manière un peu bizarre. Et ça permet souvent de trouver, disons, des sorties à des cul-de-sac technologiques. D'accord ? Donc voilà, cette articulation entre sciences modernes et sciences appliquées ou applications me semble une piste importante. Vous rappelez, vous gardez en tête le fait que ce que j'essaie de comprendre, c'est le rôle des sciences fondamentales et des sciences modernes dans l'Anthropocène. Alors,
Je vais aller un peu plus vite là, mais donc la machine à vapeur, hein, bon, c'est vraiment un symbole important de la révolution industrielle. Je vais vous montrer comment ça marche parce que j'ai mis un petit moment à comprendre. C'est pas si évident que ça quand même à comprendre comment ça marche concrètement. Donc j'ai mis un petit moment, donc on va regarder ça ensemble. Mais disons, ce qui est important ici dans cette introduction, c'est que le fait d'avoir des machines à vapeur, ça va créer les chemins de fer et les navires à vapeur qui vont vraiment élargir énormément les circuits dont on a parlé. Ces circuits longs qui commencent à se mettre en place, c'est vraiment grâce à la machine à vapeur. Et c'est aussi un exemple de ces feedbacks positifs qui vont se mettre en place. Et je vais emprunter ici des choses à Julien Carré, qui est à Técopole, à Toulouse, à l'INSA aussi, où il montre de manière très claire que, en gros, ce feedback positif, c'est-à-dire plus vous avez de machines à vapeur et plus vous avez de machines à vapeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est plus vous avez de machines à vapeur, plus vous pouvez exploiter, sortir du charbon, par exemple, parce que vous arrivez à évacuer l'eau des mines, vous arrivez à remonter plus facilement du charbon, mais vous arrivez à faire des laminoirs à vapeur, et donc vous avez plus de métal, et ce métal-là permet de faire plus de machines à vapeur qui supportent des pressions plus grandes et donc plus efficaces. Mais voilà, vous avez un marteau-pilon à vapeur, donc vous pouvez fabriquer en série de grosses pièces. Et donc, vous voyez, il y a des feedbacks positifs qui commencent à se mettre en place. Et pour expliquer une telle montée comme ça, une telle poussée de la production et de la population, il faut des mécanismes. Vous voyez, ça ne s'est produit qu'une fois dans l'histoire de l'humanité, ce truc-là. Et il faut un mécanisme un peu exceptionnel quand même, il me semble, pour expliquer une telle montée, d'accord? Parce que sinon, les populations, enfin, disons les pays jusque-là connaissaient des périodes de prospérité, mais elles étaient dans ce qu'on appelle la trappe malthusienne, c'est-à-dire que voilà, la production augmentait, mais la population augmentait et ça mangeait la production et on revenait en arrière au niveau de la richesse. Vraiment qu'on puisse faire monter à la fois et la population et la richesse par tête, c'est vraiment quelque chose de totalement inédit avant la révolution scientifique et industrielle. Et c'est grâce à des phénomènes de feedback positif, vous savez, qui mènent à de l'exponentiel, un peu comme une bombe atomique, si vous voulez. C'est une autre belle métaphore de l'Anthropocène. Et donc, on regardera, c'est une histoire qui est assez connue, mais je trouve que ça vaut le coup de la revisiter. Il y a notamment un livre très important de Benninger qui s'appelle The Control Revolution, qui, à ma connaissance, n'a pas été traduit en français, malheureusement, qui date de 86, si je ne me trompe pas, et qui est vraiment essentiel, qui montre comment, donc, à cette révolution industrielle qui fait des machines, qui va créer du train. Vous voyez ici, ce que vous avez, c'est le nombre de lignes de train aux États-Unis entre 1840 et 1890. Vous voyez à quelle vitesse ça se multiplie. Et vous avez une très belle description de l'impact du train dans La Bête humaine de Zola. Si vous ne l'avez pas lu, ça vaut vraiment le coup de lire ça. Il parle voilà, de cette machine qui, pour la première fois, c'était un truc de plusieurs tonnes qui arrivait à 80-90 km/h. C'était quelque chose de totalement inédit qui allait à l'avenir avec une rectitude mathématique, dit Zola. Et il y a vraiment quelque chose de ce style-là. C'est un monde différent qui va naître. Turner va aussi évidemment le mettre en peinture, cette fusion de la matière et du monde et cette chose totalement nouvelle. Et à quoi va s'ajouter, donc avec Benninger, la révolution du contrôle, parce que, par exemple, quand vous avez des trains qui commencent à aller de plus en plus vite, si vous avez juste une ligne, ça va, mais si vous avez commencé à avoir des lignes qui vont se croiser ou des trains qui vont aller proches les uns des autres, eh bien, il faut avoir un moyen d'aller plus vite que le train pour dire il y a un train qui arrive ou il y a un train qui vient de s'arrêter parce qu'il est en panne, parce que sinon vous avez des accidents. Et on a eu beaucoup d'accidents. Et donc, le télégraphe et le contrôle et donc la logistique, si vous voulez, ça va être quelque chose de déterminant pour créer ces circuits longs qui ont ensuite permis de contrôler le monde. Et le bouquin de Benninger est vraiment fondamental et on va le regarder de près. Et un autre livre qui est important aussi, un classique, je crois, qui a été traduit par contre, lui, récemment. Donc c'est le livre de Cronon sur Chicago, qui est la ville symbole aux États-Unis de cette ville centralisée qui va commencer à happer la campagne environnante et à la réinfluencer, en fait, qui va tisser des liens d'une toute autre nature que les liens que les villes avaient jusque-là, grâce notamment au train, d'accord, qui abaisse les coûts de transport. En gros, c'est divisé par 10, mais et aussi qui rend le transport beaucoup plus fiable par tout temps, en fait, d'accord, qu'il pleuve, qu'il ait de la neige ou quoi. Le train, lui, avec cette rectitude mathématique là dont parle Zola, lui, il va et vient. Et donc, pour établir des circuits longs,
Donc il connecte un centre qui va faire des productions avec des économies d'échelle et qui va faire des produits en série et qui va irriguer le reste du pays avec de la vente par correspondance, eh bien, il vous faut quelque chose comme ça, mais qui va impliquer aussi des coûts fixes très grands, qu'il va falloir ensuite rentabiliser, et donc il faut vraiment que ça tourne, en fait. Et donc ça, il montre ça de manière très claire, avec beaucoup d'exemples. La création de marchés centralisés, pour certains, et ça c'est ce qui est intéressant aussi dans Cronon, c'est qu'il montre que ça ne marche pas pour tout, c'est pas un truc magique, une baguette magique qui va marcher pour tout. Par exemple, ça marche très bien pour les grains, le blé, mais pas du tout pour le bois, qui est beaucoup plus difficile à standardiser et à faire circuler, à homogénéiser, et qui est évidemment beaucoup moins manipulable parce qu'il est très très lourd. Donc on regardera ça aussi. Et donc, comment est-ce que ces circuits longs industriels se raccrochent aux circuits longs épistémiques ou socio-épistémiques, il faudrait les appeler. Et là, on va regarder quelques approches importantes, évidemment, de la sociologie des sciences, des STS, et notamment la théorie de l'acteur réseau. Et il y a pas mal d'articles, notamment de Christophe Bonneuil, qui est aussi bien impliqué dans tous les collectifs dont je vous ai parlé de chercheurs. Donc Christophe Bonneuil est un historien des sciences. Et un des articles qu'on va regarder, c'est un article sur la controverse sur le maïs transgénique au Mexique. Alors ça a été assez connu, mais ce qu'on va regarder, c'est comment les scientifiques, les biologistes arrivent à transporter en gros le champ dans les laboratoires et à connecter des signes qu'on observe dans des gels, dans des gels d'analyse de génome, qui vont pouvoir parler de choses qui se passent dans les champs de maïs au Mexique. Et comment, en fait, cette connaissance, et donc c'est ce que décrit la théorie de l'acteur réseau, on va créer des réseaux qui sont stables, qui vont permettre de rapatrier le monde dans les laboratoires, de le recombiner de manière différente, de le connecter de manière différente, et ensuite de le renvoyer dans le monde. D'accord ? Et ça, c'est ce parallèle-là qui est tentant entre les deux types de circuits longs. Bien, juste un autre exemple, parce que pour le moment, je donne un peu des exemples qui semblent un peu négatifs avec le train, avec la domination par le centre ou des choses comme ça. Évidemment, il faut aussi dire que ces circuits longs, contrôlés par le centre, ça a aussi, donc avec la bureaucratie qui va avec évidemment, mais ça a aussi installé la sécurité sociale et l'État-providence pour aller vite. Et là, c'est juste une image qui vient du bouquin de Benninger, là, des premières personnes aux États-Unis, donc je crois que c'est en 1935, qui ont eu leur Social Security Number, en gros leur numéro de sécu, c'est 37, pardon. Et ça, c'est leur premier chèque où on leur remboursait, alors je ne sais pas quoi, mais vous voyez. Et en fait, Benninger montre que pour créer cet État-providence, il faut un contrôle très très centralisé du pays, c'est-à-dire des signaux de l'information qui revient du pays dans les centres et qui repart, et une bureaucratie, il dit, qui sans comparaison possible aux États-Unis et en Allemagne, même par rapport à des États centralisés comme l'Union soviétique, en fait, à cette époque-là. D'accord ? Bien. Et je trouve que donc un texte qui est important pour sentir, en fait, ce nouveau monde et cette différence entre le monde paysan, qui était le monde, on va dire, de tout le monde avant la révolution industrielle, et ce monde urbain, je crois que c'est La Transformation, mais je ne suis pas sûr, de Michel Serres. J'ai lu plusieurs bouquins, il faut que je retrouve mais c'est dans un de ces bouquins sur la traduction. Il montre bien cette opposition, je trouve, qu'il a fait. Il a des expressions qui la font sentir vraiment corporellement presque. Il dit, voilà, la révolution industrielle par nature est anti-religieuse, elle gomme la nécessité. L'agriculture est une pratique religieuse, la religion est la manière élective de parler des pratiques paysannes, les pratiques paysannes. L'industrie est une pratique rationaliste athée. Qu'est-ce qu'il dit en fait? Vous voyez, avec ce monde industriel qu'on va créer, eh bien en fait on s'installe, il dit, dans le plus vieil idéalisme qu'ait rêvé l'Occident, c'est-à-dire que le monde autour de nous n'est rien d'autre que nous. C'est-à-dire qu'on a créé un monde, le monde des villes, si vous voulez, par rapport au monde paysan, où au moins ici, dit-il, désormais, il n'y a plus de problème que la maîtrise de notre maîtrise, que la maîtrise du collectif. C'est un texte de Serres qui date des années 70, si je ne me trompe pas, il faut que je regarde.
Alors il dit évidemment, ce qui est vrai ici, c'est pas tout à fait vrai ailleurs, ou B encore cette lacune du réel, où la matière n'est point voilée par le droit protecteur des raisons devenues réelles. Et vous voyez, je reviens là à Platon. Platon et ses déductions logiques et ce monde un peu sûr où on peut s'abriter, où on est, voilà, on est dans des raisons devenues réelles, c'est la chaîne industrielle. La production est contrôlée, des conditions initiales au produit terminé, maillon par maillon, et activement à chaque stade. Et il oppose ça au produit du sol, où un groupe fini de conditions initiales est dominable, d'accord, mais ce ne sont que des interventions discrètes, actives, discrètes, sur un processus continu. Et il dit, sur ce processus, nul que je sache, depuis le néolithique, n'a jamais rien pu. Alors c'était avant les OGM, peut-être qu'on peut dire qu'aujourd'hui on a aussi des manières d'agir sur ce processus. Vous voyez, il se fait, une plante pousse, quoi. Vous ne pouvez pas, comme dit le proverbe chinois, vous ne pouvez pas tirer dessus pour la faire pousser plus vite. Il y a des processus qui se font, sur lesquels vous avez moins de jeu. Et il dit voilà, on peut, voilà, il faut attendre, et c'est ça qui change l'attitude entre l'attitude, si vous voulez, urbain et monde paysan, et je trouve, enfin, d'où ce respect non dit qu'on ignore à la ville. Moi, en tout cas, quand j'ai lu ça, ça m'a fait sentir un petit peu, ça m'a aidé à sentir cette différence de monde. Et donc, pour presque conclure maintenant, puisque on a le programme avance et il faut que je finisse à temps, et apparemment, bon, s'il y a un ou deux échanges, je suis preneur quand même si on en aura plus après. Vous voyez, aujourd'hui, on est là-haut dans le schéma que je vous ai montré, en haut à droite, là, et évidemment, on commence à toucher aux limites de la Terre, donc vous le savez. Donc, en gros, il y a une sorte de dichotomie un peu facile, mais qui aide, je trouve, à penser, et notamment pour penser les sciences, c'est... En gros, est-ce qu'on va essayer de pousser encore plus loin les circuits longs pour arriver quand même à vivre à 10 milliards d'humains sur la Terre, en gros, hein, pour aller vite? Ou est-ce qu'on va essayer de maîtriser un peu, revenir des circuits plus courts ou un peu différents? Et évidemment, il va falloir sûrement, problème par problème, arbitrer tout ça. Il y aura pas, ça serait joli, rationnellement parlant, qu'il y ait une solution, mais c'est sûrement pas comme ça que ça va se passer. Mais pour schématiser, vous voyez, il y a d'un côté le manifeste accélérationniste qui dit, en gros, face au dérèglement du système climatique planétaire, hein, donc il dit que c'est l'élément le plus important de la situation actuelle, eh bien, on a besoin d'une vision sociale, politique et organisationnelle radicalement nouvelle, dit-il, mais pas radicalement nouvelle au niveau de la modernité qui, pour eux, est faite d'abstraction, de globalité, de technologie. Et ils reprennent le mot de Lénine sur l'infantilisme de gauche qui dit « Le socialisme est impossible sans la technique du grand capitalisme, conçue d'après le dernier mot de la science, la plus moderne, et sans une organisation d'État méthodique qui ordonne des dizaines de millions d'hommes à l'observation la plus rigoureuse d'une norme unique dans la production et la répartition des produits. » Et ce manifeste accélérationniste, si vous voulez, c'est un peu cette ligne de fuite avec le numérique, je pense, où on aura du numérique qui va exercer un contrôle de plus en plus strict, mais dont l'argument est de dire, voilà, si on veut respecter les limites planétaires à 10 milliards, il va falloir inventer des nouvelles manières plus efficaces. Et on va donc regarder de près évidemment, il y a des petits soucis côté numérique avec l'impact écologique du numérique, hein, mais c'est une ligne cohérente en tout cas. Et évidemment, la ligne inverse, c'est ce qu'on appelle la low-tech. Et vous voyez que le rôle des sciences n'est pas tout à fait le même dans les deux scénarios, évidemment. Et donc, il y a tout un tas de projets super intéressants qui sont développés par ce collègue, là, Julien Carré, dont il parle aussi à Técopole. Donc, c'est par exemple, comment est-ce qu'on peut reproduire des techniques qui semblent importantes, comme potabiliser l'eau, réfrigérer, ou la médecine, décarbonée. Comment est-ce qu'on peut faire ça de manière décarbonée? Et évidemment, beaucoup de choses on ne sait pas. Et évidemment, c'est un rôle important pour la recherche, d'accord, d'explorer ces pistes-là. Je vous en donne juste une, parce que Julien est arrivé à se faire financer par l'ANR quand même un projet, bon, il l'a un peu déguisé évidemment, mais de métallurgie solaire. C'est-à-dire, comment est-ce que vous allez faire des métaux
si vous ne voulez pas utiliser les méthodes actuelles qui sont très carbonées et très consommatrices d'énergie carbonée. Et donc, il dit, est-ce qu'on peut explorer la piste d'une métallurgie solaire? Alors, il est à côté du four Odeillo, vous savez, le four solaire à Toulouse. Donc, qui est une brique essentielle, évidemment, la métallurgie des systèmes, de tous les systèmes techniques pérennes, mais on ne sait même pas aujourd'hui si avec la métallurgie solaire, on peut produire plus de métal et d'énergie que dans les civilisations pré-industrielles, donc sans utiliser de bois ni de charbon, évidemment, et on ne sait même pas, c'est assez vertigineux, si la métallurgie solaire, telle que nous la concevons, peut subvenir à minima à ses propres besoins en métal, ne serait-ce que pour fabriquer ces miroirs de concentration, par exemple. Donc, on commence à explorer ces choses-là, mais vous voyez, le bouleversement qu'il va falloir arriver à faire pour maintenir un système technologique. Et là, évidemment, les questions qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on veut garder là-dedans, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas, et qu'est-ce qu'on peut arriver à faire. Donc, pour finir, si vous voulez, pour reprendre le schéma de Galilée, où vous avez un monde, vous passez par le laboratoire, où le collectif de recherche définit ces questions de manière un peu autonome. Bon, il y a toutes des controverses là-dessus. Et ensuite va appliquer des choses dans le monde, qui va transformer le monde grâce à ce passage par le laboratoire. C'est en gros ça la définition des sciences modernes. Mais cette construction-là, où le laboratoire reste opaque à la société civile, en gros, nous a amené à l'Anthropocène. Et donc il faut probablement ouvrir cette boîte noire qu'est le laboratoire. Il va falloir inventer autre chose que ce circuit qui crée ce feedback positif qui a été très efficace, mais qui montre aujourd'hui ses limites. Et donc, ça pose plein de questions pour tout ce qui est le collectif de recherche. Comment le faire piloter par la société civile aussi? Qu'est-ce qu'on appelle un fait? Comment on utilise la complexité technique? En gros, par exemple, la physique des particules, c'est le CERN, ça consomme un demi-réacteur nucléaire aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est quelque chose de prioritaire ou pas, collectivement parlant? Et qu'est-ce que l'autonomie de la science si elle doit être imprégnée dans le monde et disons, où les gens ont évidemment des choses à dire? Donc voilà, ça pose plein de questions qui sont passionnantes, mais angoissantes aussi pour les chercheurs. Et donc, voilà, c'est ce qu'on va essayer de... Donc, je l'ai parcouru de manière trop rapide, évidemment, ici, hein, mais ce qu'on va faire, c'est que je vais on va lire ensemble une partie des textes, ou vous les aurez lus avant, on les discutera, et on essaiera d'explorer toutes ces pistes pour essayer d'ouvrir surtout, c'est ce qui m'intéresse, c'est la dernière partie, ça va être les 2 derniers cours, probablement, sur comment refonder les sciences expérimentales à l'âge de l'Anthropocène. Eh bien, voilà, j'ai fini à peu près dans les temps. Merci.